Europe 1. Les services publics sont-ils suffisamment armés pour faire face au phénomène de radicalisation, alors qu'une mission d'information de l'Assemblée nationale rend son rapport aujourd'hui? Sébastien, vous recevez Médéric Chapiteau, ancien gendarme et chercheur à l'Université de Toulouse. Bonjour Médéric Chapiteau. Bonjour à vous. Vous étudiez depuis plusieurs années ces phénomènes de radicalisation. Vous avez fait partie de la cinquantaine de personnalités qui ont été entendues à huis clos par les députés qui rendent leur rapport aujourd'hui après 8 mois d'enquête. Rapport qui vise donc tous les services publics. Alors c'est large, on parle de la radicalisation à l'hôpital, dans les transports, les administrations, les écoles, les universités. D'abord, quand on dit radicalisation, on parle de quoi? Elle se manifeste comment, cette radicalisation ? Alors c'est un concept aujourd'hui qui pose de vraies questions d'un point de vue scientifique, mais c'est un terme qui a été vulgarisé sur la place publique. Donc la radicalisation, faut surtout l'analyser par des changements de comportement et pour lesquels on va s'interroger soit sur de l'entrisme religieux, soit sur de l'entrisme idéologique. Et à partir de là, ça va être une étiquette. C'est les services de police et de justice qui vont désigner quelqu'un pour dire cette personne, après une enquête de fond, va être cataloguée, étiquetée comme radicalisée. C'est une procédure qui peut être provisoire et qui va durer un temps donné. Quand on parle de radicalisation au travail ou dans les services publics, ça commence où? Est-ce que vous placez le curseur? Ça commence par une prière sur les lieux de travail? C'est du prosélytisme ou c'est plus que ça encore? Non, c'est plus que ça, parce qu'aujourd'hui, si on commence à dire que toute personne qui fait sa prière ou qui porte une barbe ou autre est radicalisée, on va tomber dans la stigmatisation et l'amalgame. Justement, c'est là où il faut être prudent sur le sujet. Et il y a des professionnels de sécurité qui, eux, font la part des choses, et c'est des enquêtes de fond qui sont faites par les services de renseignement qui permettent de dire si une personne est radicalisée. Vous et moi, on ne le saura jamais, puisqu'on est considéré, je dirais, le grand public, c'est tout à fait normal, mais les services de sécurité sont là pour faire le nécessaire. Alors le rapport a examiné justement tout ça, ces phénomènes qui peuvent être des phénomènes de pratiques religieuses, de communautarisme et de radicalisation, et distingue, comme vous le faites vous aussi, ces termes. Selon vous, on parle d'un phénomène d'ampleur ou ça reste quand même assez marginal ? Non, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur, on le voit tous les jours dans la société. Le fait de cette mission a un grand mérite, c'est de pointer du doigt quelque chose qui change, qui est en train de changer au sein de la société. Pour moi, en tant que chercheur, je pense que c'est un vrai sujet de société sur lequel on doit profondément s'interroger, sans avoir de réponse rapide, parce que c'est tout de suite stigmatisant si on prend des réponses rapides sur ce sujet-là. Et donc effectivement, ça prend de l'ampleur, on le voit, c'est devenu un fait au quotidien qui nous percute tout simplement. Donc plutôt que de surréagir, il faut prendre le recul nécessaire et puis prendre les bonnes décisions au bon moment. Je pense que c'est le rôle de cette mission et les préconisations qui vont en découler. Ouais, et ce qu'écrivent les députés dans leur rapport, d'abord c'est un appel à la vigilance, mais ils estiment que ça reste quand même difficile à mesurer et c'est très différent selon le secteur. Alors il y a d'un côté les services comme la police, la justice où les outils de détection semblent fonctionner, mais il y a quand même des zones d'ombre qui sont pointées par les députés. Prévention trop peu développée à l'hôpital, des failles à l'université, alerte rouge en prison. Ils demandent d'accroître la vigilance dans les transports publics. Alors il y a des exemples très concrets, je voulais vous faire réagir à celui-là. Par exemple, quand un agent d'une administration est identifié comme radicalisé, on ne peut pas le licencier aujourd'hui, c'est pas un motif. Non, mais c'est pas une condamnation. Donc à partir du moment où la radicalisation n'a pas de constitution juridique et qu'il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de raison d'empêcher cette personne de travailler. Ça pose de vraies questions. Moi, mon domaine de recherche particulier est le sport. Aujourd'hui, des éducateurs sportifs qui sont en face-à-face pédagogique avec des enfants au quotidien, s'ils sont radicalisés et suivis par les services de renseignement, rien ne les empêche d'exercer avec une carte professionnelle d'éducateur sportif aujourd'hui au quotidien. Et ça pose des problèmes de sécurité. Ça pose déjà des problèmes d'éducation et comment ils vont véhiculer les valeurs de la République si on met en doute leur intégrité, je dirais, professionnelle par le fait de cette étiquette radicalisation. Et après, ça pose des problèmes de sécurité en fonction des accès qu'ils ont, oui, tout à fait. Oui, il y a notamment l'exemple des aéroports où les agents qui ont accès aux zones à risque ont un badge rouge qui est remis par l'État. Le jour où l'État décide de retirer ce badge rouge, la personne ne peut pas être licenciée, donc on l'affecte à une autre zone de l'aéroport, mais elle est toujours en contact avec le public. Il y a des problématiques de sécurité. Alors, c'est des problèmes de sécurité, c'est le rôle de l'Assemblée nationale et des parlementaires peut-être de réfléchir à une loi ou à légiférer sur le sujet. En tout cas, il faut encadrer ce dispositif parce que si on ne peut pas d'un côté estimer que ces personnes présentent un risque pour la sûreté de l'État,
je prends l'exemple des fichesses, c'est l'appellation de la fichesse, et de l'autre côté, leur donner accès à des secteurs comme vous venez de le citer. Il y a des vraies questions de sécurité qui se posent pour l'ensemble de la population. Et on parle du principe de précaution à l'heure actuelle dans le cadre de la canicule. C'est exactement la même chose pour ce cas-là. Vous parliez du sport, on parle des aéroports. Vous avez le sentiment qu'il y a une forme de démission parfois, qu'on a laissé faire certaines choses, qu'on met un peu la poussière sous le tapis pour pas faire de vagues ? Non, je crois pas à la notion de démission. Je pense je pense que les gens, toutes les couches de la société ont été confrontées à cette thématique, mais on n'a pas su comment l'aborder pour éviter la stigmatisation et l'amalgame. Je pense que c'est plutôt, quelque part, il y a une part de bon signe, c'est qu'on ne s'est pas précipité dans un aspect tout de suite sécuritaire, mais par contre, aujourd'hui, on est sur des vraies problématiques de politique publique, et cette politique publique, elle a été initiée depuis le 23 février 2018 avec le plan national de prévention de la radicalisation, donc il faut juste le mettre en œuvre, il faut laisser du temps à cette politique de se mettre en place et de la suivre pour l'évaluer. Je pense que c'est le rôle de la mission qui vient de se faire. Ça suffit ce qui a été fait jusqu'à présent. On en parle beaucoup de la prévention de la radicalisation. Il y a eu un plan national lancé l'an dernier. Est-ce que ça a eu de l'effet ? Quand on parle de plan national, il faudrait que tous les acteurs participent à ce plan national collégialement, je dirais. Donc effectivement, est-ce que ça suffit ? C'est toujours insuffisant par rapport à l'ampleur du phénomène qui a l'air de nous atteindre. Mais par contre, on sent quand même une envie et des intentions différenciées, comme vous l'avez dit tout à l'heure en préambule, mais on a des intentions assez fortes pour avancer sur le sujet. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui ? On parle dans tous les services publics, notamment de l'hôpital. Par exemple, à l'hôpital, les cas, quand un soignant ou un patient manifeste des signes de radicalité, ces histoires ne remontent pas dans la hiérarchie. C'est par exemple, c'est ça qui manque dans les administrations aujourd'hui ? Mais pour moi, le fait que ça remonte pas dans la hiérarchie n'est pas forcément négatif au sens premier de la sécurité, puisque plus le circuit est court pour prévenir les services de renseignement, pour évaluer le niveau de dangerosité, mieux c'est. Plus on va diluer ou diffuser l'information, le doute qu'on a des personnes N+1, N+2 dans la hiérarchie, plus on a de risques de fuite et donc de stigmatisation et d'amalgame et aussi de blocage. Pourquoi ? Parce qu'on a, comme vous l'avez dit, peut-être que certaines personnes ne veulent absolument pas qu'on évoque ce sujet parce que ça va jeter l'opprobre sur l'hôpital, sur le secteur, sur le service, sur le sport, surtout sur l'éducation, sur l'école. Donc effectivement, il y a des barrières de protection. Moi, je suis toujours partisan du circuit court. Aujourd'hui, à savoir la personne qui constate fait un signalement. Les services de sécurité, aujourd'hui, sont très à l'aise sur le sujet pour pouvoir le traiter. On a toujours un petit problème en France, c'est le manque de confiance dans nos services de sécurité. Et alors qu'aujourd'hui, on peut pas, ils font un boulot considérable. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Du coup, quelqu'un qui nous écoute, là, qui est confronté à de potentiels cas de radicalisation, aujourd'hui, il peut faire quoi ? Il y a une chose très simple, la plus rapide, c'est le numéro vert qui est mis en place par le ministère de l'Intérieur et le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Avec ce numéro vert que vous trouvez partout sur les sites internet, il n'y a aucun problème pour pouvoir contacter tout de suite quelqu'un. Il y aura des professionnels pour vous écouter et puis pour faire le nécessaire si c'est utile. Et pas forcément la hiérarchie, alors plutôt ce numéro vert qui est spécialisé, c'est ce que vous dites. En tout cas, c'est à mon avis le plus sage pour éviter l'amalgame, la stigmatisation et surtout l'efficacité dans le traitement du problème. Merci beaucoup Médéric Chapiteau d'avoir été en direct avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes doctorant en sociologie à l'Université de Toulouse et je redonne le titre de votre livre, Le sport, une faille dans la sécurité de l'État. C'est chez Henrik B. Éditions et je remercie également Jérôme Florenville qui a assuré ce duplex. Merci à vous.